Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres de ce journal. Français, anglais, allemand et espagnol, 4 matières au centre des épreuves orales du baccalauréat 2019 en Côte d'Ivoire. Les oraux ont donc commencé ce matin. Toujours en Côte d'Ivoire, 11 projets de loi votés à l'unanimité et adoptés hier par l'Assemblée nationale. Ces projets ont été présentés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé. Enfin, la crise politique à Hong Kong, le Parlement a été saccagé hier par des manifestants. La fête du Canada, également appelée le jour de la Confédération, a été célébrée hier, lundi 1er juillet 2019. Cet événement marque l'anniversaire de l'indépendance du Canada face à l'Angleterre. L'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, d'adresser au gouverneur général du Canada, Julie Payette, ses plus sincères félicitations. Madame la gouverneure, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour vous exprimer des vœux sincères de santé et de bonheur pour votre excellence, ainsi que de paix, de progrès et de prospérité pour le peuple canadien. Je voudrais enfin vous réitérer ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays pour le bonheur de nos populations respectives. Haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous l'ai annoncé dans les titres. Début aujourd'hui en Côte d'Ivoire des épreuves orales du baccalauréat 2019. 273 342 candidats concernés. Ils sont interrogés en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Les oraux vont s'achever le vendredi 5 juillet prochain. Les écoliers du cours moyen 2 également très concentrés hier. 551 168 candidats ont affronté les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires 2019. L'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale de visiter quelques centres d'examen dans le district d'Abidjan. Kandia Camara s'est réjoui du bon déroulement du CP 2019. Stéphane Loboué et Franck Guadio. EPP Paillé 1, jour de composition pour le CEPE et l'entrée en 6e. La première épreuve, l'exploitation des tests, bien abordée selon cette candidate. J'ai bien compris les questions. Ici, 353 candidats. Ils reçoivent d'ailleurs la visite de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, venue pour l'ouverture officielle des épreuves du CEPE. Je souhaite que vous fassiez 100% d'admis. C'est compris? Après la cité Paillet, cap sur Williamsville, toujours dans la commune d'Adjami. Au centre Saint-Kizito, la ministre a encouragé les jeunes candidats à éviter la tricherie, l'essentiel des conseils, une épreuve qui s'est bien déroulée selon Kandia Camara. Depuis quelques années, nous menons une lutte acharnée contre la fraude. Nous le faisons dans l'intérêt de nos élèves, dans l'intérêt du système éducatif, parce que nous voulons crédibiliser davantage nos diplômes. La ministre de l'Éducation nationale a aussi rassuré sur le bon déroulement du processus de l'écrit à la proclamation des résultats. Elle a souligné l'implication des différents syndicats d'enseignants. Ils sont 551 168 candidats pour 2024 centres pour cette session 2019 du concours du certificat d'études primaires élémentaires CEPE et de l'entrée en 6e. Passer le certificat d'études primaires et élémentaires à 55 ans, c'est possible. À Katiula, dans le centre nord du pays, Emma Sungalo, quinquagénaire et agent d'entretien dans un hôtel, a affronté hier les épreuves du CP 2019. Emma Sungalo fait partie des 1461 candidats de la région du Yambol. Kader Sogodogo de RTI Boaké l'a rencontré.
Katiola, commune de la région du Hambol. À l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de la localité, 1461 candidats sont à l'assaut de l'examen d'entrée en 6e et du certificat de l'enseignement primaire et élémentaire CEPE, session 2018 à 2019. Parmi ces candidats, 25 candidats libres, des candidats qui briguent uniquement le diplôme du CEPE. Emma Songalo est l'un de ces candidats. Technicien de surface dans un hôtel de la localité, il entend ponctuer ses 3 années d'alphabétisation par un diplôme, le CEPE. Les cours de soir. Alphabétisation. Il y a un petit diplôme pour mettre dans mes documents, pour montrer aussi aux gens demain que bon, il n'est jamais tard d'apprendre. Tu peux venir à n'importe quel moment pour apprendre quelque chose. Voilà, c'est tout. Des mots d'encouragement de l'autorité administrative pour ces candidats particuliers. Les féliciter pour leur courage et puis pour aussi leur volonté. Comme tous les candidats d'ailleurs, il faut se départir de la peur, du stress, il faut se concentrer. Les résultats de l'examen de l'entrée en 6e et du CEPE sont attendus dans 2 semaines, avec l'espoir que Emma Songalo, le cinquantenaire, décroche le précieux sésame. Un tout autre sujet à présent, le gouvernement, la société civile et les partis de l'opposition ont signé il y a quelques jours le rapport final du dialogue politique sur la réforme de la commission électorale indépendante. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, invité hier du journal, est revenu sur les échanges entre les signataires. Communiqué du gouvernement. Depuis le 21 janvier 2019, sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement a initié avec l'ensemble des partis et groupements politiques ainsi que les organisations de la société civile un dialogue politique sur la recomposition de la commission électorale indépendante. La mise en œuvre de ce cadre de concertation traduit la volonté du chef de l'État de renforcer les conditions propices à des élections apaisées dans notre pays. Ainsi, le mercredi 26 juin 2019, les parties prenantes au dit dialogue ont procédé à la signature du rapport sanctionnant la fin des travaux réalisés, aussi bien en séance plénière qu'au sein des comités restreints de haut niveau de discussion. Pour rappel, ces échanges font suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016, demandant à l'État de Côte d'Ivoire la recomposition de la CEI en vue de la rendre plus équilibrée. 4 séances plénières d'information et d'orientation et 6 rencontres en comité restreint de haut niveau de discussion ont été organisées entre le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile. Il convient de souligner l'esprit d'ouverture qui a prévalu chez tous les participants, preuve que les Ivoiriens, de sensibilités différentes, peuvent se retrouver autour d'une table pour aborder avec sérénité et responsabilité des sujets engageant la vie de la nation. Les conclusions des travaux laissent apparaître des points d'accord, mais aussi des points de divergence, révélant à l'évidence une pluralité d'approches pour la recomposition de l'organe en charge des élections. Le rapport final sera transmis au Conseil des ministres pour être examiné par le gouvernement. Il servira de base à l'élaboration d'un projet de loi portant modification de la loi sur la CEI qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Au terme de ce dialogue politique, le gouvernement tient à réaffirmer son ferme engagement à tout mettre en œuvre pour renforcer les conditions nécessaires à des élections justes, démocratiques et transparentes dans notre pays en 2020. Je vous remercie.
Merci à vous, Monsieur le ministre. Alors, vous l'avez dit, la société civile a participé fortement à ces échanges. Cependant, certains groupements politiques n'ont pas pris part aux travaux. Est-ce que vous ne pensez pas que cela est un frein à ce dialogue politique inclusif que le gouvernement ivoirien a voulu? Absolument pas, madame, parce que nous noterons que sur 9 groupements politiques conviés de façon régulière à ces travaux, 7 ont effectivement pris part à toutes les phases et cela a pu donner, n'est-ce pas, naissance à un document qui a été paraphé par l'ensemble des participants. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'entame des travaux, pour les séances plénières présidées personnellement par M. le Premier ministre, l'ensemble des acteurs politiques ont été présents, y compris ceux qui n'ont pas pris part aux travaux en comité restreint. C'est lorsqu'il s'est agi de travaux en comité restreint de discussion que les 2 partis politiques, notamment le PDCRDA et EDS, ont estimé que pour des questions relatives au terme de référence, ils ne pouvaient pas prendre à ces travaux. Nous notons pourtant que nous les avons régulièrement conviés, des démarches ont été entreprises, des réponses ont été apportées à leurs préoccupations, mais malgré cela, ces 2 partis n'ont pas, en tout cas, pris part à ces différents travaux. Nous avons cependant la satisfaction de faire le constat que les préoccupations exprimées par ces 2 partis qui appartiennent à un groupement dont certains membres ont pris part aux travaux, ces préoccupations ont également été prises en compte dans, n'est-ce pas, l'examen de toutes les propositions qui ont été faites. Donc, nous avons regretté l'absence, certes, de ces partis, mais nous avons pris toutes les dispositions, sur instruction du président de la République, de faire en sorte que ces échanges soient totalement inclusifs. Et des courriers ont été régulièrement adressés. À chaque question, nous avons essayé d'apporter des réponses, mais malheureusement, les 2 partis en question n'ont pas accepté de prendre part aux travaux avec, n'est-ce pas, le reste des partis politiques et des membres de la société civile. Alors, Monsieur le ministre, à des échanges inclusifs, un accord trouvé, quelle est la suite du processus pour parvenir à une mise en place effective de la nouvelle commission électorale indépendante? Alors, maintenant que nous avons les propositions de l'ensemble des acteurs, à la fois politiques que des acteurs de la société civile, ces propositions qui apparaissent aujourd'hui sous forme de rapport final vont être adressées au gouvernement, qui pourra donc élaborer à partir de leur contenu, élaborer un projet de loi modificatif de la loi de 2014 sur la commission électorale indépendante. Cette loi, ce projet de loi, une fois adopté en Conseil des ministres, fera l'objet de transmission à l'Assemblée nationale pour que les élus du peuple, de façon souveraine, puissent l'examiner dans tous ses contours. Après cet examen et son adoption, cette loi devient donc une loi de la République qui va permettre donc de demander aux différentes entités retenues pour faire partie de la CEI de communiquer les noms de leurs représentants. Ces noms seront également transmis au gouvernement pour que le président de la République prenne un décret les nommant de façon individuelle au sein de cette commission. Après cette nomination des membres de la commission électorale indépendante, il sera demandé aux doyens d'âge de cette commission de convoquer la première réunion de la nouvelle commission électorale indépendante. Et cette première réunion aura pour objet la mise en place du bureau. Dès la mise en place du bureau donc de la nouvelle commission électorale indépendante, cet organe devient opérationnel et pourra démarrer ses travaux.
Mettons à présent le cap sur Paris en France. Le porte-parole principal du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a rencontré récemment les militants RHDP. Kobena Kwasi Adjoumani les a exhortés à implanter des sections RHDP dans toute l'Europe. Le point avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Une Côte d'Ivoire rassemblée autour du président Alassane Ouattara pour le triomphe du RHDP. Thème de la rencontre entre le porte-parole principal du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et les militants de ce parti en France. Selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, les militants RHDP de France ont vu juste en s'engageant pour le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, en peu de temps, a abattu un travail titanesque pour le pays, a-t-il estimé. Kobena Kwasi Adjoumani a saisi l'occasion pour donner sa position en ce qui concerne la commission électorale indépendante. Depuis un moment, l'opposition a appelé à une réforme de la commission électorale indépendante, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au nom de la paix et en démocrate averti, le président Alassane Ouattara a accédé à cette demande et a appelé le parti au pouvoir, l'opposition et la société civile à des discussions sereines en vue d'aboutir à un consensus. Et pendant que ce dialogue se déroule de la plus belle manière, une partie de l'opposition, sous la conduite du PDCIRDA d'Aoukro, décide de façon unilatérale de changer les règles du jeu en prétextant qu'il faille reprendre tout à zéro. Oui, il faut reprendre à zéro tout le processus électoral. Elle veut à tout prix imposer ces conditions au gouvernement et aux autres parties prenantes. Ce qui nous surprend, c'est que jeudi dernier, au cours de la réunion de son bureau politique, le président du PDCIRDA d'Aoukro demande désormais que le président de la CEI soit désigné au terme d'un appel à candidature. Dans quel pays sommes-nous? Faire un appel à candidature pour choisir le président de l'institution qui doit organiser nos élections. Au terme de cette rencontre avec les militants RHDP de France, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani les a exhortés à parcourir toute l'Europe, ce pour l'implantation du RHDP. Pour rappel, ce sont plus de 12 000 hommes et femmes de valeur qui ont été nommés au Conseil politique, au Conseil national et au bureau politique du RHDP. Les préparatifs de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie vont bon train. Cette réunion est prévue pour juillet 2019 à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a visité récemment les sites d'accueil. Du 5 au 9 juillet, Abidjan va abriter la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pour cette rencontre internationale, rien ne doit échapper à l'organisation. Le président de l'Assemblée nationale visite les sites d'accueil à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les différentes salles pour les travaux et l'endroit prévu pour le dîner offert aux invités. Amadou Soumaoro rassure, tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de ce rendez-vous des parlementaires du monde francophone. Je me suis rendu compte à l'aéroport que toutes les conditions sécuritaires et d'organisation protocolaires sont mises en place. Le comité d'organisation, composé d'hommes et de femmes efficaces à l'œuvre, je peux rassurer les uns et les autres, je peux rassurer les Ivoiriens, je peux rassurer nos amis de la francophonie que la Côte d'Ivoire est enfin prête pour organiser cette grande fête de la francophonie. Sont attendus à cette 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie plus de 400 personnes issues de 83 pays.
4 députés membres de l'ancienne section Côte d'Ivoire de l'Assemblée parlementaire francophone s'opposent à la nomination de nouveaux membres. Ils ont donc décidé de saisir la justice. Le président délégué de la section Côte d'Ivoire de l'APF, d'Ascensan, a animé hier un point de presse. Les détails avec Kolo Koulibaly. Le président délégué de la section de l'Assemblée parlementaire francophone de Côte d'Ivoire, d'Ascensan, face à la presse. Il a dit être là pour éclairer la lanterne de l'opinion sur cette requête qui s'oppose à la modification de la section. La composition des groupes nationaux ou sections nationales doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale. L'obligation de conformer la composition de la section APF à la nouvelle configuration politique de l'Assemblée nationale est même confortée par les dispositions de l'article 5.1 des statuts de l'APF. Avons-nous encore besoin de spéculer sur la nécessité ou non de la modification de la section APF intervenue le 17 avril 2019? Le droit ne résulte pas de la pure imagination. N'est-ce pas au nom de ces mêmes dispositions que l'ancien président de l'Assemblée nationale a procédé à la modification de la section par arrêté numéro 001 ANPT du 16 novembre 2017 suite au renouvellement du mandat parlementaire? Selon d'Ascensan, tous les groupes parlementaires ont été consultés pour la composition de la section ivoirienne de l'APF. 11 projets de ratification de conventions internationales ont été adoptés hier par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Ils ont été présentés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambile. Ces projets, faut-il le préciser, ont été votés à l'unanimité les membres présents. Le point avec Kolo Koulibaly. 11 projets de loi adoptés devant les députés membres de la Commission des affaires extérieures, des autorisations de ratification d'accords internationaux. Il s'agit notamment de l'application des dispositions des Nations Unies sur la gestion et la conservation des stocks de poissons grands migrateurs, un accord relatif à la lutte contre la pêche illicite. Il est créé en mai 2000 une agence pour l'assurance du commerce en Afrique. La ratification de l'accord permettra de faciliter, entre autres, l'accès au financement pour les entreprises ivoiriennes. En 2012, l'Union africaine met en place l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. La ratification du traité présente plusieurs avantages pour les États signataires, à savoir la participation à une mutuelle de gestion des risques climatiques couvrant l'ensemble du continent et gérée par les pays africains. L'accès au logiciel Africa Risk Review, qui est un outil d'évaluation et de suivi des risques de l'insécurité alimentaire liés au climat en Afrique. Le renforcement des capacités des États à mieux faire face aux risques occasionnés par les catastrophes naturelles et autres événements météorologiques extrêmes. L'accès à des fonds d'adaptation au changement climatique. Adoption également des conventions sur la sécurité et la santé des travailleurs, sur le travail forcé et sur l'usage des produits chimiques par les compagnies. L'utilisation du mercure est interdite depuis 2013 avec la convention de Minamata. Cette convention oblige les gouvernements à élaborer des plans d'action nationaux obligatoires. Ces plans d'action nationaux doivent inclure des mesures pour éliminer les formes les plus néfastes d'utilisation du mercure, encourager des méthodes d'exploitation minière sans mercure, protéger les enfants et les femmes en âge de procréer et chercher à améliorer la santé des mineurs. Le ministre de la Justice a également fait adopter les autorisations de ratification des accords sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique, convention contre la torture et enfin une convention de l'UNESCO sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Poursuivons ce journal avec la tournée dans les différentes casernes du district d'Abidjan du chef d'état-major général des armées. Le général Lassina Doumbia a visité hier les éléments du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. On en parle avec Abou Sanogo. Le chef d'état-major général des armées sur le plateau d'Akwedo.
Une présence au 1er bataillon d'infanterie, pas pour s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces hommes, mais plutôt pour les féliciter et les encourager, selon le général Lassina Doumbia, pour leur conduite actuelle et leur engagement dans les missions qui leur sont confiées. Dans son adresse à la troupe, le chef d'état-major général des armées a invité ces hommes à la solidarité, à la cohésion et à la discipline. La solidarité fait partie des valeurs fondamentales des armées. Une armée où la solidarité n'existe pas ne peut pas atteindre d'objectifs. Ce qui est d'important pour les soldats, quel que soit le niveau de technicité, d'abord la cohésion, la solidarité, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs. De plus, comme je le leur indiquais, l'armée reste la colonne vertébrale de la nation. Même si tout s'effrite, même si tout s'effondre, l'armée doit pouvoir rester debout. Et pour que l'armée reste debout, il faut bien qu'il y ait la solidarité entre ses membres. Dans les jours à venir, l'armée ivoirienne aura, selon le chef d'état-major général des armées, des défis à relever. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont été créées le 27 juillet 1960. Donc nous fêterons notre anniversaire. Nous avons 59 ans cette année, le 27 juillet, la fête des armées. Ensuite, la fête de l'indépendance et le renforcement de la sécurité sur nos frontières nord, la réorganisation du dispositif de sécurisation à nos frontières nord. Nous prenons nos mesures, nous prenons des mesures d'anticipation de sorte à pouvoir réagir au cas où, sinon à interdire l'utilisation de nos territoires. Après son échange avec les soldats, le général Lassina Doumbia a visité le centre polyvalent général de corps d'armée Philippe Mangou rénové. Un auditorium fort de 240 places avec toutes les commodités requises. Et le nouvel ordinaire du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, construit, bâti sur une superficie de 852 mètres, comprenant une capacité maximale de 300 personnes et équipé de matériel de restauration et de cuisson neuf. La rénovation de l'auditorium et la construction de l'ordinaire s'inscrivent dans le programme de réhabilitation et de construction d'infrastructures au sein de plusieurs casernes des forces armées de Côte d'Ivoire. Après le plateau d'Abidjan, le chef d'état-major général des armées se rendra dans les casernes de l'intérieur du pays. Autre actualité avec ce forum économique pour booster la coopération entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes. C'est une initiative du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est tenue les 21 et 22 juin dernier dans la commune du Plateau. Les précisions dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. Près de 400 opérateurs économiques et environ une centaine d'entreprises étaient attendus à ce premier forum économique Guinée-Côte d'Ivoire. La motivation principale de l'organisation de ce forum, c'est de renforcer les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il y a beaucoup d'entreprises ivoiriennes, mais ce n'est pas connu. Il faut qu'on mette en exergue pour dire à nos frères de Côte d'Ivoire de venir en Guinée pour investir parce qu'il y a des opportunités. Des opportunités qui ont été mises en exergue au cours de la cérémonie d'ouverture par le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés de la Guinée. Le secteur minier, par exemple, est très connu. La Guinée a la plus grande réserve de bauxite dans le monde et sous peu, nous allons être le premier exportateur de bauxite dans le monde. En plus de la bauxite, nous avons aussi les autres ressources, le fer. La plus grande qualité en termes de fer se trouve en Guinée. De 2014 à 2019, ce sont 272 entreprises ivoiriennes qui se sont installées en Guinée, principalement dans le secteur des services. Les organisateurs de ce forum veulent surtout attirer les investissements ivoiriens dans le secteur agricole guinéen. Sur les 6 millions de terres arables dont dispose le pays, moins de 25% ont été exploitées. Un drame dans la commune de Port-Boué. Un incendie s'est déclaré la nuit dernière à l'abattoir. Le feu a été circonscrit par les sapeurs-pompiers militaires et les dégâts sont énormes. À noter qu'un comité de crise a été mis en place pour déterminer les causes du sinistre et évaluer les conséquences.